Bonjour les enfants, petite vidéo, conseil de lecture. Titre de la vidéo, devenir moins bête, faire plus de fric avec quelques gestes simples. On va voir une vingtaine de titres à peu près. Et donc, je vais vous dire pourquoi ces livres, pourquoi je les aime bien, pourquoi je les recommande, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour vous, pour votre cerveau, pour votre portefeuille. Le premier bouquin, qui à mes yeux est un incontournable absolu, c'est L'Ange exterminateur, par Éric Routhier. C'est une biographie non autorisée de Bernard Arnault, mais surtout c'est une biographie à charge. Écrit par quelqu'un qui est un journaliste, enfin qui était, il est décédé, par quelqu'un qui est un journaliste d'investigation de gauche. Et autant les gauchistes sont fatigants, autant les bons journalistes d'investigation à gauche arrivent à produire des choses que finalement le camp d'en face ne produit pas. C'est les biographies qui sont publiées sont toujours des biographies qui sont des œuvres de propagande. On va dire ce qui est bien, on va sublimer. Alors s'il y a vraiment des grosses, polémiques, ils vont pas forcément les ignorer, mais voilà, on va présenter ça sous un jour, stimulant. L'Ange exterminateur, donc la biographie de Bernard Arnault de ses débuts je crois jusqu'aux années 2000, et c'est une biographie qui montre les leviers du pouvoir, les leviers de l'endettement, les mécanismes de holding en cascade. Donc il y a toute une explication finalement des mécanismes, je dirais, juridiques et financiers, qui ont permis finalement de bâtir finalement, la prise de contrôle, du groupe Boussac puis de LVMH. Et c'est un ouvrage incontournable. Je le lis tous les 2-3 ans. C'est à mes yeux le meilleur livre business que vous pouvez lire, disponible qu'en français, pas traduit dans d'autres langues. Donc pour moi, quiconque, veut faire du business, quiconque, veut lancer une entreprise devrait lire ce livre qui est très bien, et on peut remercier le fait que certains gauchistes travaillent et soient pas uniquement dans la diatribe et je dirais la petitesse politique, qui prennent le temps d'expliquer, de décrypter les leviers du pouvoir. Deuxième livre, Fouquet et le soleil offusqué de Paul Morand. C'est l'histoire de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances pendant la régence avant le règne de Louis XIV. Donc Louis XIV devient roi jeune, mais c'est sa mère qui gouverne avec l'aide de Mazarin, du cardinal Mazarin. Donc on sort d'une époque où les rois fondamentalement foutaient pas grand-chose, ils allaient à la chasse, ils allaient à la guerre, ils détroussaient des bonnes, ils prenaient pas part à l'exercice de l'État. Et Mazarin va éduquer Louis XIV en lui répétant, voilà, vous serez un roi qui gouverne, vous serez un roi qui gouverne. Et quand Louis XIV arrive au pouvoir, il entend bien gouverner. Quand il arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il y a un homme puissant, qui s'appelle Nicolas Fouquet, qui est le surintendant des finances, donc le ministre des Finances, qui peut-être a eu une tendance à confondre, je dirais, le trésor public avec son trésor personnel, qui s'est fait bâtir un château magnifique, le Beau-le-Vicomte. Et Nicolas Fouquet est vraiment décrit dans ce livre comme étant peut-être un des hommes les plus brillants de son époque. Intellectuellement, c'est lui qui va découvrir la plupart des artistes qui feront le grand siècle et qui feront la cour de Louis XIV et de Versailles. C'est quelqu'un qui entretient des correspondances avec, les grands esprits de toute l'Europe, si ce n'est, je dirais, au-delà de l'Europe. C'est quelqu'un qui a tout pour réussir, qui est brillant, qui est intelligent, qui a tout vu, qui a tout compris, qui est peut-être l'homme le plus riche de France, peut-être un des hommes les plus puissants de France, si ce n'est le plus puissant de France. Et il fait une erreur. Je vous spoil le livre, hein, mais il fait une erreur, c'est qu'il va organiser à Vaux-le-Vicomte, dans son château, une grande fête en l'honneur du roi qui vient d'accéder au trône, enfin qui vient maintenant déjà enfin là, la régence se termine, maintenant c'est lui qui commande, c'est plus sa mère et Mazarin. Mazarin d'ailleurs qui détestait Fouquet et qui a peut-être semé quelques graines dans l'esprit du futur du jeune roi. Et donc le roi est invité avec la cour à Vaux-le-Vicomte. Fête somptueuse, des fontaines, de la vaisselle en porcelaine, des couverts en or, voilà. Et il y a le grand luxe, il y a tout. Mais finalement, ce qui ressort de cet événement, c'est que le roi, c'est pas le roi. C'est que le roi, le vrai soleil quelque part, ce soir-là, c'est Fouquet. Ça, tout le monde le voit. Et tout le monde le voit, sauf peut-être Fouquet. Et ce qui est intéressant avec Fouquet, c'est cet homme qui a tout compris à son siècle, mais qui n'a pas compris qu'on a changé de siècle. Qui n'a pas compris qu'avec Louis XIV qui arrive au pouvoir, c'est le grand siècle qui démarre. C'est un roi qui entend gouverner. C'est un roi qui entend tout contrôler. Et c'est donc un roi qui va écarter Fouquet. Il y a différentes versions dans l'histoire officielle de comment Fouquet a terminé. On ne sait pas vraiment. Le fait est que ça s'est pas très bien terminé pour lui, ça on est à peu près tous d'accord.
Et la thèse derrière ce livre, c'est enfin, moi, ce que j'en retire et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens les plus brillants d'une époque sont potentiellement les plus cons quand on change d'époque. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a changé d'époque. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps, je crois qu'il est plus sur la chaîne, où je racontais l'histoire de Mikhail Khodorkovsky, qui était l'homme le plus riche de Russie. Et Khodorkovsky, brillantissime, homme d'affaires, top niveau. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, il ne comprend pas. On va changer d'époque. C'est plus les années Eltsine, que c'est plus la fiesta, que maintenant il y a un tsar qui va reprendre les rênes du pouvoir et il ne comprend pas ça. Du coup, il va s'opposer à Poutine. Il va passer de l'homme le plus riche de Russie à prisonnier numéro ici 4732B de la colonie pénitentiaire au-dessus du cercle arctique en Sibérie. Et c'est cette et ça illustre cette incapacité des hommes brillants à comprendre le changement de siècle. Et comme on vit aujourd'hui une période de grands changements, de grands bouleversements, je trouve ça intéressant. C'est pas sûr que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je pense d'un point de vue économique notamment, et d'influence, aient vraiment compris qu'on a changé de siècle et dynamique en cours. Proposition de lecture numéro 3, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Influence et manipulation, c'est un manuel de psychologie pour comprendre les leviers cachés qu'il y a dans notre cerveau qui nous poussent à avoir des pensées particulières et à faire des actions particulières qui ne sont pas forcément dans notre sens, dans notre intérêt. Et c'est un bouquin finalement qui a vocation à aider les gens à se protéger de la manipulation, mais c'est aussi un bouquin qui est le meilleur bouquin marketing à mes yeux jamais publié parce que c'est un bouquin qui explique les fondamentaux du marketing. J'ai longtemps enseigné le copywriting, donc l'art de rédiger des messages de vente qui transforment des visiteurs en clients et des clients en clients compulsifs. C'est l'art de rédiger des messages de vente qui transforment des visiteurs sur une page web en clients et des clients en clients compulsifs. Le copywriting, c'est beaucoup d'artifices. À l'ère de l'IA peut faire le copywriting. Et donc, du coup, quelle est la place des marketeurs? Vous êtes nombreux à me suivre à travers le marketing. Quelle est la place des marketeurs à l'heure de l'IA? Quelle est la compétence à maîtriser? Quelle est la formation à suivre? Quel est le livre à lire? Influence et manipulation. Parce que les fondamentaux de la psychologie humaine, IA ou pas, ne changeront pas. Ce qu'il y a dans influence et manipulation était vrai il y a un siècle, est vrai aujourd'hui et peut-être sera encore vrai dans les décennies à venir. Proposition de lecture numéro 4, L'individu souverain de Rhys Mogg et de Dale Davidson. C'est un bouquin, je crois, publié en 98 ou 99, dont la thèse est prophétique. Cette thèse décrit l'émergence d'individus souverains, d'individus qui vont s'affranchir des États, notamment des grands États mal gérés, que sont les États d'Europe de l'Ouest et notamment et les États-Unis, ce type d'État. Les individus qui ont un fort capital humain, une forte productivité, vont aller optimiser leur méritocratie ailleurs. Traduction, ils vont aller se mettre dans des États-nations, des paradis fiscaux, qui vont leur permettre de se développer économiquement, loin, je dirais, de la folie des taxes, de la folie fiscale. C'est un livre dont l'introduction, on est en 98-99, raconte l'histoire d'un homme, barbu, qui a décidé de mener une guerre contre le plus grand empire du monde. Cet homme barbu, c'est Oussama Ben Laden, et c'est un individu qui, avec 100 millions de dollars hérités de sa famille, va mener une guerre mondiale, quelque part, une guerre planétaire, contre le plus grand empire du monde, l'empire américain. Et pour ces auteurs, c'est le signe que quelque chose a changé, que des individus, maintenant, peuvent challenger des États, que des individus peuvent mener une guerre contre des États, peuvent marquer des points contre des États. Et pas n'importe quel État, pas, je dirais, un shithole country, des vrais États. L'individu souverain, les auteurs décrivent, grâce à Internet, l'arrivée de monnaies digitales, Bitcoin, en 98-99. C'est un bouquin qui est, on va dire, riche en culture, riche en références, un peu long à lire, mais ô combien prophétique.